Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamankwe, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors j'espère que la série de vidéos est très intéressante et que cette série de vidéos vous aide vraiment. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment capital. C'est ça qui représente les 75% de votre visa en fait. Donc c'est ça qui va décider à 75% si on va vous donner le visa ou pas. Alors aujourd'hui on va parler de la prise en charge. Alors aujourd'hui je vais répondre à une suite des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à la prise en charge. Alors je vais répondre à une suite des questions. Je vais faire un petit PowerPoint qui va vous présenter la liste des questions. Alors ça c'est une vidéo vraiment capitale. Alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle sera un peu longue bien sûr parce que la prise en charge, il y a beaucoup à dire sur la prise en charge. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin et de voir la vidéo entièrement pour comprendre les détails et ne plus me reposer les mêmes questions à chaque fois ou bien tomber dans des pièges banals. Alors je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors mes très chers abonnés, nous voici derrière mon écran pour la présentation parce que la vidéo sera vraiment longue et j'ai beaucoup de détails que je dois vous montrer, donc je pourrais faire un PowerPoint, comme ça on ne sera pas perdu dans la... Je ne veux pas me perdre dans la conversation, parce que des fois quand la vidéo est très longue, il y a beaucoup de choses à dire, des fois on oublie, donc c'est mieux de faire un PowerPoint pour mieux faire la vidéo, comme ça on va rien oublier. Alors bienvenue dans cette présentation. Nous voici derrière mon écran, derrière le PowerPoint. Alors je t'invite encore, je te dis encore, va t'abonner si tu n'es pas encore abonné, pour m'encourager, de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager et de cliquer sur la cloche de notification. Alors on va commencer tout de suite. Alors comme je vous disais tantôt, dans cette présentation on va parler... Voici les grandes parties qu'on vous parle tantôt. On va voir c'est quoi la prise en charge, qui peut vous prendre en charge, combien de personnes peuvent vous prendre en charge, documents nécessaires pour la prise en charge, sommes nécessaires pour la prise en charge, comment prouver le lien entre vous et votre garant, comment va se passer la prise en charge avec la bourse d'exemption. Alors c'est sans cette question qu'on va répondre principalement dans cette vidéo. Alors je répète, abonnez-vous. Alors c'est quoi la prise en charge? En fait la prise en charge c'est quoi? C'est un ensemble de... En fait c'est juste un ensemble de documents que vous constituez pour qu'une personne doit constituer en fait pour prouver que non, c'est lui qui va s'occuper de vous lorsque vous serez au Canada en fait. Donc c'est ça la prise en charge. Il vous prend en charge comme vous comprenez, c'est-à-dire il subvient à toutes vos dépenses au Canada en fait. Donc c'est lui qui va dépenser pour le logement, pour la nourriture, pour les frais de scolarité, tous vos besoins. Donc c'est lui qui va prendre en charge. C'est pour ça on parle de la prise en charge. En fait maintenant c'est quoi le garant? Le garant c'est tout simplement cette personne-là qui va vous prendre en charge. Donc si c'est votre oncle, donc c'est lui le garant. Donc c'est lui qui va vous prendre en charge, c'est-à-dire c'est lui qui va fournir tout, en fait, c'est lui qui va subvenir à tous tes besoins durant tes études au Canada. Donc c'est un peu ça la prise en charge et ça le garant en fait. Maintenant, qui peut te prendre en charge? C'est ça la question maintenant. Qui peut te prendre en charge? Que ta prise en charge fonctionne normalement, parce qu'il faut comprendre ici, il faut que vous compreniez bien, c'est une personne, c'est un être humain qui analyse vos documents. L'agent de l'immigration, c'est un être humain. Alors, il faut que ça soit logique. Qui peut vous prendre en charge? Alors, pour que votre dossier soit solide, c'est mieux que ce soit une personne de votre famille. C'est-à-dire, de famille proche, c'est-à-dire quoi? Soit votre père, soit votre mère, soit votre frère, votre soeur, et encore si c'est encore un peu éloigné, peut-être votre oncle ou votre tante. Vous voyez? Et si c'est encore un peu, bon, je peux dire encore vos cousins, mais vos cousins et cousines, mais plus que ça, c'est pas trop bon. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà les personnes qui vous prennent en charge. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire la prise en charge avec un inconnu, ça marche. Parce que imaginez-vous même à la place de l'agent de l'immigration, comment est-ce que vous allez prouver qu'un inconnu qui n'est pas de votre famille va subvenir à vos besoins au Canada? Imaginez-vous les frais de scolarité, près de 25 000 dollars chaque année. Peut-être vous allez faire 2 ans, 3 ans, et sans compter les frais de subsistance, qui va s'occuper de ça? Comment vous allez prouver qu'un inconnu puisse faire ça pour vous? Alors c'est pour ça que c'est mieux que ça soit une personne proche. C'est mieux que ça soit une personne proche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle personne proche? C'est une personne que vous pouvez prouver. En fait, qu'il y a un lien entre vous, en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle personne proche. Alors, il faut vous débrouiller pour trouver une personne qui soit un peu assez proche de vous. Ou bien, il y a aussi le mari de votre soeur, ça peut aussi marcher. Le mari de votre soeur, de votre frère, ça marche. La femme de votre frère, oui, ça peut aussi marcher parce que vous pouvez prouver cela avec peut-être l'acte de mariage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on ne
on peut prendre en charge, suivez bien, la personne qui peut vous prendre en charge, c'est une personne que vous pouvez prouver qu'il y a une relation entre vous deux, une relation assez forte. Donc c'est ça. Voilà, si vous allez faire une prise en charge avec un inconnu, alors moi je vous dis vraiment, ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Voilà. Alors on va continuer le 3. La somme nécessaire pour une prise en charge. Quelle est la somme nécessaire pour une prise en charge en fait? Ici, je ne tiens pas en compte encore la bourse d'exemption. Il faut bien le comprendre. Quelle est la somme nécessaire pour vous prendre en charge? Il faut comprendre au Canada, si vous allez dans le site de l'IRCC, on va vous dire que là-bas, on va vous dire là-bas que pour la prise en charge, il faut quelqu'un qui va subvenir aux besoins de subsistance. Quand on parle de besoins de subsistance, c'est le logement, nourriture, loyer, oui, tous ces petits trucs. Et maintenant, plus les frais de scolarité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a ces deux facteurs qui entrent en jeu. Donc, il y a les frais de subsistance et maintenant, il y a les frais de scolarité. Et maintenant, pour les frais de subsistance, l'IRCC demande 10 000, on vous demande 10 000 dollars, que c'est 10 000 dollars minimum, ça doit être 10 000 dollars pour prouver les frais de subsistance, c'est-à-dire les frais nécessaires pour vivre au Canada pendant un an. Donc, on vous demande de prouver que votre garant dispose de 10 000 dollars. Ça, c'est pour les frais de subsistance. Maintenant, pour les frais de scolarité, les frais de scolarité au Canada, ça va dépendre là maintenant de votre, si vous êtes à l'université, généralement les frais c'est entre 20 et 25 000. Et si vous êtes au cégep, je pense que c'est encore un peu moins. Et si vous êtes même au collège, je pense que c'est encore moins. Donc maintenant, la somme nécessaire pour vous prendre en charge, c'est quoi? C'est les frais de subsistance, les 10 000 dollars déjà. C'est 10 000 dollars, c'est automatique. Plus vos frais de scolarité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc imaginez-vous que vos frais de scolarité coûtent 20 000 par année. Et quand je parle de frais de scolarité, ce n'est pas par session, mais c'est sur un an. Est-ce que vous comprenez? C'est sur un an. Voilà. Donc, il faut comprendre ici que ça fait 10 000 dollars plus les frais de scolarité. Donc, imaginez que mes frais de scolarité, c'est 20 000 dollars. Ça fait 10 000 plus 20 000, 10 000 dollars pour les frais de subsistance plus 20 000 de frais de scolarité. Ça fait 30 000. Est-ce que vous comprenez? Donc l'idéal vraiment, c'est d'avoir 30 000 dollars comme comme donc au grand doit prouver qu'il a ces 30 000 dollars là pour vous. Donc ça c'est le minimum. Et maintenant, moi j'aime les choses avec la marge. Est-ce que vous voyez? Donc si on vous demande si c'est 30 000 dollars, moi je vous demanderai toujours de mettre un 5 000 de plus dessus en fait. C'est toujours mieux quand il y a un peu de marge, un peu quand il y a un peu plus, c'est plus correct. Donc si on vous demande si ça tombe 30 000, vous mettez même 35 000 dollars pour un peu pour prouver que là, non, ça c'est pour prouver que vous êtes vraiment sérieux sur votre projet. Donc, c'est un peu ça la somme nécessaire. Donc, c'est comme ça qu'on peut pour trouver la somme nécessaire qu'il faut pour vous prendre en charge. J'espère que là, c'est correct. Maintenant, le 4, comment prouver le lien entre vous et votre garant? Comment prouver ce lien-là, en fait? C'est ça la question ici. Comment prouver entre vous et votre garant qu'il y a un lien? Alors, comment on fait? Imaginez-vous premièrement, ici, on prouve le lien entre vous et le garant par l'acte de naissance. Est-ce que vous comprenez? Il faut l'acte de naissance pour prouver votre lien entre vous et le garant. Alors, si mon garant, c'est mon père, c'est tout simplement, je mets mon acte de naissance, je mets pour mon père. On va voir sur l'acte de naissance que non, je suis son fils. C'est propre, voilà le lien prouvé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est votre oncle, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'acte de naissance, votre acte de naissance, vous mettez pour votre père, vous pouvez que non, vous êtes le fils de votre père. Maintenant, vous mettez également l'acte de naissance de votre oncle qui vous prend en charge. On va voir qu'ils ont un même père, ou bien une même mère. On va savoir que c'est votre oncle. Donc, c'est comme ça qu'on peut prouver la prise en charge. Si c'est votre tante, vous faites pareil. Vous mettez l'acte de naissance de, je sais pas si c'est la tante maternelle, vous mettez l'acte de naissance de votre mère, vous mettez l'acte de naissance de votre tante, on va voir qu'ils ont un même mère ou un même père ou ils ont les mêmes parents. Et on va pour acte de naissance, on va voir que non, vous êtes l'enfant de votre mère. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour prouver. Si c'est votre cousin, peut-être, vous mettez l'acte de naissance de votre mère, vous mettez votre acte de naissance, vous mettez l'acte de naissance de votre oncle, et vous mettez l'acte de naissance de votre cousin qui vous prend en charge. Donc, c'est comme ça qu'on peut vous prouver, en fait, le lien familial, en fait. Et pour prouver ce lien lors de la soumission de votre demande en ligne, on va le faire plus tard parce que ça arrive, c'est progressivement. Vous devez soumettre tous ces actes de naissance-là. Vous devez peut-être les coller, comme je vous ai montré dans l'une de mes vidéos, coller et soumettre. L'agent d'immigration va compter tout cela ligne par ligne. Alors, c'est comme ça qu'on peut vous prouver euh, le lien qui est entre vous et votre garant. Et il doit avoir un lien fort, je répète, un lien fort pour que votre dossier soit vraiment costaud. Voilà. Au grand 5, comment va se passer la prise en charge avec
la bourse d'exemption. Comment, comment va se passer la prise en charge avec la bourse, avec la bourse d'exemption? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme je vous ai parlé tantôt, qu'est-ce qui va se passer? Avec la bourse d'exemption, lorsque, lorsque vous aurez, lorsque vous serez en possession de votre bourse d'exemption, c'est-à-dire quoi? Si, si vous avez une admission en automne 2023 en région et on vous donne une bourse d'exemption au collège, ça veut dire que vous devez payer, vous n'allez pas payer de droits de scolarité parce que les droits de scolarité au collège sont gratuits pour les Québécois. Et quand vous bénéficiez des mêmes droits que les Québécois, lorsque vous avez la bourse d'exemption, alors ce sera de zéro. Alors maintenant, pour pouvoir vous prise en charge, si vous êtes au cégep, ça c'est pour les gars du cégep, les gens du cégep, la pension ce sera de 0 $ si vous bénéficiez de la bourse d'exemption. Donc pour pouvoir vous prise en charge, la formule, la formule pour la prise en charge c'est quoi? Pour ceux qui font mathématiques, même pas pour ceux qui font mathématiques, la formule pour la prise en charge, répétez après moi, c'est subsistance plus frais de scolarité, plus 5 000. Est-ce que vous comprenez? Subsistance plus frais de scolarité plus 5 000. C'est propre. Subsistance plus frais de scolarité plus 5 000 $. Donc, imaginez-vous que non, vous avez eu une admission dans un cégep qui bénéficie de l'exemption. Alors, vous allez mettre 10 000 pour la subsistance, plus frais de scolarité 0, plus 5 000, ça fait 15 000. Alors, l'idéal, c'est 15 000. Pas l'idéal, mais la bonne somme pour la prise en charge sera 15 000. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Donc, c'est un peu ça. Donc, et si vous obtenez une admission à l'université, les frais de scolarité à l'université seront de 3 000 $, c'est-à-dire 10 000 $ plus 3 000 $, ça fait 13 000 $. Maintenant, plus les 5 000. Les 5 000 que je mets à la fin, il faut bien comprendre, c'est juste pour augmenter la marge. C'est pour que ça soit pas juste net, un peu, est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas très obligatoire. Donc, ça fait 10 000 plus les frais de scolarité, plus 3 000 les frais de scolarité à l'université, ça fait 13 000. Alors, vous pouvez encore augmenter un peu au-dessus de 13 000 quelque chose pour que ça soit un peu supérieur à la pour que ça soit pas tout juste, pour que ça ne soit pas juste en fait, c'est ça que je dis. Donc vous voyez un peu là où ça infecte un peu. Donc lorsque vous bénéficiez de la bourse d'exemption, c'est pas que, s'il vous plaît, la bourse d'exemption ne prend pas en charge vos frais de subsistance. Le Canada ne va pas vous nourrir. Le Canada va juste réduire les frais de votre scolarité. J'espère que là on se fait entendre, parce que j'ai eu des gens qui demandaient si le Canada qui va payer le loyer pour eux. Non, le Canada réduit sur la pension. Donc, les frais de subsistance, c'est toujours 10 000, ça ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne change pas, s'il vous plaît, ça ne change pas. Donc, ça fait 10 000 plus 13 000 plus 3 000 pour l'université, ça fait 13 000. Vous pouvez augmenter 2 000 à 5 000 $ comme je dis, pour que ça soit plus costaud. Donc, voilà où va intervenir la bourse d'exemption, en fait. J'espère que là, je me suis fait comprendre. Et voici un document pour la prise en charge. Pour la prise en charge, il y a un document de déclaration de soutien dont je vous parlais dans le sommet de la vidéo. En fait, c'est juste un document, ce n'est pas que c'est très obligatoire, mais moi je vous dirais quand même de l'imprimer et de remplir. Vous soumettez lorsque vous faites vos prises en charge. En fait, c'est une déclaration de soutien financier. En fait, ça c'est un document que vous devez donner à vos garants. En fait, dans le document, on dit seulement que l'étudiant, vous mettez votre nom, je suis signé, vous mettez le nom de votre garant, je vais domicilier, vous mettez là où il vit, domicilier, vous mettez son adresse en fait, qui va vous prendre à charge durant tous vos études, il va payer les frais, en fait, c'est juste ça qu'on dit dans le document en fait. Et ensuite, vous pouvez juste, il va signer en fait. Vous voyez? Et lorsqu'il a signé, il peut aller maintenant voir un notaire pour qu'il appose son cachet, pour que ça soit un peu plus sérieux. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est juste vraiment, comment il dit, c'est juste administratif, c'est pas vraiment obligatoire. Alors, au grand 7, on va voir les documents nécessaires pour la prise en charge. Donc, en fait, ici, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les documents nécessaires pour la prise en charge. Documents nécessaires pour la prise en charge, ça, c'est le grand 7. Alors, quels sont les documents que vous devez fournir pour montrer votre prise en charge? C'est très important, il faut bien écouter. Pour prouver votre prise en charge, qu'est-ce que vous allez fournir à l'agent de l'immigration? Il y a premièrement comme document, vous allez devoir fournir, vous devez devoir prouver le lien. Pour prouver le lien, vous allez fournir votre acte de naissance pour vous et pour votre garant, pour prouver le lien en fait. Donc ça c'est le premier document, prouver le lien avec votre acte de naissance. Donc vous devez fournir vos actes de naissance pour vous et pour votre garant. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, deuxième document, vous devez envoyer les relevés bancaires des 3 derniers mois de votre garant.
qui prouve que votre garant a ces 30 000 $, qui prouve qu'il a la somme nécessaire dans son compte pour pouvoir soutenir toutes vos études. En fait, il doit prouver qu'il a la somme nécessaire dans son compte pour subvenir à vos premières années d'études au Canada. Donc en fait, il doit pas prouver qu'il a la somme pour toutes les années, tous les 5 ans, s'il doit faire 5 ans d'études, non. Il doit prouver qu'il a la somme nécessaire pour financer ta première année d'études au Canada. Donc, il doit fournir les relevés bancaires des 3 derniers mois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut parler à vos garants. Si vous savez que vous arrivez vous allez venir au Canada, il faut dire à vos garants de déposer une somme dans son compte. Comme ça, lorsqu'on va faire le relevé des 3 derniers mois, ça sera un peu normal. Parce qu'il ne faut pas venir déposer une somme à la dernière minute. Alors, quand tu vas faire le relevé bancaire des 3 derniers mois, on va voir peut-être 1000 $, 1000 $ pour les 2 derniers mois. Sinon, on va voir 30 000 $. Là, ça sera vraiment. Il faut être sérieux. Donc, ça, c'est du sérieux. Il faut déposer une somme vraiment pour cela dans son compte. Il ne faut pas faire du faux. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, comme voilà le deuxième document, je vous ai dit, vous devez fournir les relevés bancaires des 3 derniers mois. Bon, les gens disent, il y a certains qui partent ouvrir des comptes bancaires et mettre de l'argent à l'intérieur pour l'étudiant, mais bon, ça aussi, ça, ça passe aussi, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Mais ce qui est important, c'est que le garant doit prouver qu'il a de l'argent pour ça. Alors, comme troisième document que vous devez fournir, c'est quoi? Vous devez prouver à l'agent de l'immigration que quoi? Que vous allez pouvoir payer les études. Parce que quand le deuxième document, lorsque vous envoyez les relevés bancaires, c'est pour prouver que non, actuellement, j'ai l'argent nécessaire pour payer le 1 an de la prise en charge de, de mon étudiant, de mon étudiant, en fait. C'est ça, en fait. Maintenant, il faut encore prouver que l'année prochaine, vous aurez l'argent nécessaire pour payer la deuxième année, la troisième année et la quatrième année, peut-être. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prouver? Voici en fait, comment est-ce qu'on fait pour prouver ça? Il faut prouver en montrant peut-être, vous devez montrer vos fiches salariales. En fait, combien vous gagnez? Est-ce que l'argent que vous gagnez va vous permettre de prendre en charge, de le prendre en charge pour la deuxième année, la troisième année qui va au Canada? C'est ça, en gros, vous allez devoir sortir vos fiches salariales. Et je vous conseille de chercher, si vous voulez qu'une personne vous prenne en charge, je vous conseille de chercher des personnes qui ont des bons salaires. Parce qu'ici au Canada, l'école coûte extrêmement cher. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un qui a un salaire bas et qui va vous prendre en charge, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez aller imprimer les fiches salariales de vos garants. Est-ce que vous comprenez? Vous devez imprimer les fiches salariales de vos garants. Vous devez chercher tous les biens que vos garants a en sa possession. Donc, si vos garants, c'est votre père peut-être, il doit montrer peut-être s'il a des terrains, il doit nous montrer les papiers, les titres fonciers de ces terrains. S'il a des maisons, il doit montrer les titres fonciers de ces maisons en son nom. S'il a des maisons à louer, s'il a des entreprises, il doit montrer tout cela. S'il a des entreprises, c'est encore mieux. Et il doit aussi montrer combien ces entreprises-là gagnent, combien ça lui rapporte par mois. En fait, il faut mettre tout, en fait. Il faut montrer que non, l'année prochaine, j'aurai cet argent. Et il faut pas seulement montrer les titres fonciers ou bien montrer les papiers de la maison. Il faut montrer combien est-ce que la maison produit d'argent par mois. Combien est-ce que cette entreprise produit d'argent par mois. Et je vous dis, si vous avez un de ces choses qui vous donne accès d'argent par mois, moi, je vous dis, même si vous êtes en Afrique, vous pouvez prendre en charge quelqu'un qui est au Canada. Tout simplement. Donc, j'espère que là, c'est correct. Donc, il faut sortir tout les documents, en fait, les trois documents que vous devez fournir, c'est quoi? Tout ce que vos garants produisent comme argent par mois, en fait. C'est-à-dire sa fiche salariale, l'argent, ses maisons, vous devez montrer tous ces terrains, tous ces entrepôts. Voilà, donc voilà les trois documents que vous devez fournir. Et comme quatrième document que vous devez fournir toutes les informations sur votre garant. Et de dire toutes les informations. Donc, vous devez fournir son acte de naissance, comme je vous ai dit. Vous devez fournir son passeport, son adresse, son numéro de téléphone, même le numéro de son travail, même parce qu'ils peuvent appeler là-bas, vous devez tout fournir. Si vous vous regardez peut-être aux États-Unis, vous devez fournir tout son numéro social, donc tout en fait, toutes les informations. Si là, vous devez donner le nombre de personnes que vos garants prennent en charge, donc vous devez donner tous les détails, son nombre d'enfants. Est-ce que vous comprenez? Sa fiche salariale, comme je vous ai dit tantôt, toutes les informations personnelles de vos garants doivent entrer dans ça. Donc, et si vous avez deux garants, il faut savoir que vous allez faire vous allez donner pour le premier et pour le deuxième. Donc, il ne faut pas mélanger. Vous faites pour le premier à part, les informations du premier à part, les informations du deuxième à part, combien le premier gagne à part d'un côté et combien le deuxième gagne d'un côté. Et si vous avez plusieurs garants, c'est une bonne chose.
ça prouve encore que non, il y a assez de gens qui vont vous supporter. Si vous pouvez en avoir même 3 4 vraiment, il y a pas de limite. Donc, donc voilà le quatrième document que vous devez produire pour la prise en charge pour le Canada. Alors, j'espère vraiment que la vidéo vous a vraiment plu. Alors, j'espère que la vidéo vraiment vous a vraiment aidé, que la vidéo va vous aider. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère essayer de répondre à toutes vos questions sur la prise en charge. Alors, faites comme vous vous êtes demandé de faire et vous ne serez pas déçus. De l'Afrique, c'est aussi mieux parce que ça va un peu vous prendre au sérieux, ça va, votre dossier sera beaucoup plus crédible. Parce que, comme on dit souvent qu'en Afrique, il y a beaucoup de faux, c'est un peu ça que j'ai peur. Donc, si vous avez des, mais si vous avez des vraies personnes en Afrique qui peuvent vous prendre en charge, alors n'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai vraiment tout dit ce que j'avais à dire sur la prise en charge. J'espère que vraiment, j'ai tout dit là. J'ai vraiment tout dit ce qu'il fallait savoir. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les en commentaire, on va les résoudre ensemble. Alors, ici, c'était Jordan Kamankwe. N'hésitez pas à vous abonner, de liker. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la lettre explicative. On va parler quelles sont les étapes d'une lettre explicative. Je vais vous montrer un exemple de lettre explicative pour mieux vous aider à rédiger votre lettre explicative. Parce que la lettre explicative, vous allez dire, c'est là-bas que vous allez dire pourquoi, ce que vous allez faire au Canada, pourquoi vous ne restez pas dans votre pays pour étudier. Donc, c'est très, très capital aussi pour vos demandes. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo, dans la lettre explicative. Ciao, ciao, mes gens.